Bonjour Marie. Bonjour Maya. Comment vas-tu? Ça va super. Et toi? Bon, très bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici chez Hive La Beige, résidence de co-living. On va en parler tout à l'heure, un petit peu. On va faire un petit mot pour Hive. Mais avant tout, tu as été concernée par la reconversion professionnelle. Complètement. Voilà, et je me souviens de notre première rencontre où du coup on a eu une longue discussion là-dessus. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir partager des choses sur ton parcours. Avec plaisir. Marie, tu as 30 ans. J'ai 30 ans. Aujourd'hui, tu es responsable événementiel pour Hive, mais derrière ça, il y a un premier parcours. Oui, un long et parcours. Et voilà, aussi une formation. Un parcours voilà, qui est déjà très riche. Et ce que j'aimerais aussi pouvoir partager, en tout cas auprès des personnes qui nous écoutent, c'est cette capacité que tu as eu à changer. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous décrire de manière assez synthétique ton parcours et nous donner un peu ce qui a marqué les différentes étapes de ton parcours? Avec grand plaisir. Alors, on t'écoute. Je pense que ça a commencé vraiment au lycée, où on se cherche pas mal. J'étais en filière scientifique qui n'avait rien à voir avec ce que j'aimais réellement dans la vie. Et à partir de là, on comprend aussi qu'on n'est pas forcément au bon endroit, donc on essaie de s'ouvrir à d'autres choses. Et brièvement, je suis passée par le commerce, par la gestion de projets culturels. Ensuite, j'ai fait une reconversion en décoration d'intérieur. En fait, je me suis ouverte à pas mal de choses quand j'aimais bien un truc, j'y allais. C'était quand même semé d'embûches parce que il faut avoir aussi le courage de se dire ok, j'y vais, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait forcément avant. Et puis il y a eu aussi le Covid. Enfin, il y a eu plein de choses, que ça soit professionnel, personnel ou de l'environnement extérieur qu'on peut pas prévoir, qui sont venus s'agrémenter à ça. Et puis de fil en aiguille, finalement, je suis revenue un peu à mes premières amours de l'événementiel, vu que au lycée, j'avais quand même en étant scientifique, cette envie d'aller quand même vers l'événementiel. Donc, il y avait un petit fil conducteur quand même. Ok, très bien. Donc, tu peux nous parler un peu de tes expériences professionnelles? Du coup, combien t'en as eu durant tout ce parcours? Et on reviendra un peu sur tes études aussi que tu as pu faire. Carrément. Après mes études, donc j'ai fait 7 ans d'études parce que je voulais pas quitter les études. J'étais bien en études et que j'étais un peu perdue aussi. Donc voilà. D'accord. J'ai intégré directement une société de production toulousaine de musique qui s'appelle Matrice Production. Et là, en gros, mon travail, c'était principalement de la com et de l'accompagnement d'artistes et de groupes d'artistes. Donc, c'était Facebook, Instagram, les réseaux, mais aussi l'accompagnement pour les concerts, le booking, l'administratif, etc. Autour du jazz et du classique principalement. D'accord. Et puis, après ça, il y a eu le Covid. Et après le Covid, pendant le Covid, j'ai décidé de changer de cap et de faire quelque chose de plus créatif et sensoriel, quelque chose où je fais de mes mains. Et du coup, j'ai fait ma fameuse reconversion déco. Suite à ça, j'ai fait des stages professionnels. J'ai fait un premier stage au sein d'une société qui s'appelle Merci René en aménagement éco-responsable, parce que c'est vraiment aussi un domaine qui me parle énormément. Après ce stage-là, j'ai fait un stage au sein de la boîte Trend Auto, qui est une boîte toulousaine qu'on retrouve maintenant dans plusieurs villes de Toulouse et de l'agglomération. Et là, j'ai été un peu bureau d'études et vendeuse. Après le stage, je suis restée en tant que salariée. Et puis, après ça, gros questionnement. Ah ouais. Parce que j'aimais bien, mais en même temps, j'étais pas épanouie. J'avais fait ma reconversion. Est-ce que je continue? Plein de questions. Et puis, arrive le moment où tu cherches des tafs à gauche, à droite. Et je voulais quand même rester dans la déco. Et puis, je tombe sur cette fameuse annonce Event Manager Hive La Beige. D'accord. Et je vois ça. Et j'étais pas du tout partie pour postuler pour ce genre forcément de boulot, même si ça me plaisait quand même. Et coup de cœur sur l'annonce. Et puis, les entretiens, etc., etc. Et me voilà, plus d'1 an après, toujours Event Manager chez Hive. Super. Voilà. Ok. Quand on change d'activité, si on reprend ta première activité, qu'est-ce qui crée ce désir de changement et comment on arrive à décider à changer? Est-ce que tu peux un peu nous partager ces moments maintenant? Ça fait Avec partie de l'histoire de ton parcours, mais comment t'as pu décider? Qu'est-ce qui a provoqué cette envie de partir? Est-ce que c'est lié à l'employeur, lié à l'activité, lié à toi parce que tu savais que t'étais pas assez accompli sur tes sujets? En fait, c'est un peu tout ça mélangé.
C'était vraiment ce désir de faire de mon loisir mon métier, puisque j'ai toujours adoré faire des choses de mes mains, être dans le créatif. Et bien que je bossais dans la musique, tu aides les gens qui sont musiciens, artistes. Okay. Et toi, tu as envie aussi de faire et de créer. Donc, c'était cette envie-là. Évidemment amplifiée par l'effet Covid. Ça, je sais pas si avec le Covid, sans le Covid en tout cas, j'aurais passé le cap, parce que c'est un moment aussi de réflexion où on pense beaucoup, on analyse les choses, on n'a plus toutes ces choses dans la tête du quotidien, et on analyse, on se dit ok, en fait je veux ça. Et ensuite il y avait d'autres choses, il y avait aussi la vie que j'aimais moins dans ce boulot-là. Enfin, il y a eu tout un tas de choses, et je me sentais plus trop à ma place aussi. Et j'avais besoin de mûrir sur d'autres sujets, je pense. Okay. Donc le Covid a encore une fois accéléré le processus, et c'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir dans la décoration d'intérieur à ce moment-là. C'est un sujet que tu avais déjà avant, la décoration. Souvent, des fois, on a comme ça des sujets qui nous tiennent à cœur, mais sur lesquels on va pas. Et par contre, ça nous a déjà un peu habité quand on était plus jeune. Tu sais, souvent, c'est ce que j'entends quand j'accompagne. Tiens, là, si, j'aimais bien ça, j'avais 10 ans, et là, ça ressort. Est-ce que c'était un peu ça chez toi? Complètement ça. Ah ouais. Quand j'étais plus jeune, j'adorais la déco, et je voulais vraiment... je m'étais dit un jour, je serai décoratrice d'intérieur. Après, il faut savoir que j'ai eu envie de faire 14 milliards de métiers différents. Okay. Ouais. Donc, je suis pas forcément un exemple pour ça, mais j'ai pas eu de vocation depuis petite. Okay. Mais la déco, c'était resté un peu plus longtemps que les autres, disons. Et c'était un peu plus réaliste par rapport à mes envies, ce que j'aimais bien faire, etc. Donc oui, finalement, tout mon parcours, ça a été un peu ça. Ça a été, finalement, ça, quand j'étais plus petite, je pensais déjà, et puis je l'ai laissé de côté, et puis ça revient. Donc oui, effectivement, c'est des souvenirs un peu d'enfance aussi, quoi. Ouais. Quand tu dis déco, du coup aujourd'hui, ce qui t'avait, en tout cas à l'époque, ce qui t'avait plus plu, donc tu parlais de décoration intérieure, c'est quoi du coup qui te plaît le plus dans ce secteur-là de la déco? C'est quoi? C'était à la fois le côté, on est avec des clients et on satisfait leurs envies, leurs besoins, leurs attentes, et voir quelque chose qui est une pièce vide, et après qu'on décore, c'est quand même super important, je trouve, de se sentir bien dans son intérieur. Donc vraiment la satisfaction du client. Et après, l'autre partie que j'avais un peu moins développée, en tout cas durant mes stages, c'était le faire des objets ou faire de la déco maison. Donc c'était apporter aussi sa petite touche personnelle à une déco d'intérieur chez un client ou quoi. C'était un peu le contact et le côté création. Qu'est-ce qui t'a le plus plu du coup dans ce domaine-là? C'était pour le coup, j'ai pas mal appris à faire tout ce qui était croquis, etc. Donc ça, c'était pas forcément finalement ce que j'ai préféré, parce que c'était quand même assez difficile. Ouais. Plus technique. C'était hyper technique. Moi qui sais pas du tout dessiner à la base, c'était un gros challenge. Okay. Mais finalement, après, quand tu prends un peu le pli, tu commences à l'apprécier. Mais non, oui, ce que j'ai préféré, je pense que finalement, c'était ce contact avec le client, la satisfaction, ces allers-retours, essayer de le satisfaire, et de mettre tout en œuvre pour qu'à la fin, il soit content, et que il en est pour son argent, quoi, parce qu'il va payer une prestation. Donc l'idée, c'est qu'il soit content. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure effectivement de vouloir faire plein de choses. Je vois aujourd'hui effectivement ce sujet, ce profil qu'on appelle souvent des multipotentiels, en fait, des personnes vraiment qui n'ont pas vocation à faire qu'une spécialité. Et ça, je le vois vraiment beaucoup. Une diversité qui soit dans le temps, parce qu'on a envie de changer régulièrement d'activité, ou soit qui permettent d'avoir des catégories d'activités dans sa vie, perso, pro, etc. Et je vois que c'est vraiment un profil, c'est pas évident de toujours le détecter. Ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que jamais on va trouver, qu'on va pas se spécialiser. Moi, je trouve que c'est au contraire un point fort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis assez d'accord avec toi aujourd'hui. Je pense que ça peut être vraiment un point fort.
ça a mis du temps avant de comprendre la chose parce que on a tendance aussi beaucoup à se comparer aux autres. Moi, j'ai un grand frère qui a depuis toujours voulu être vétérinaire, qui aujourd'hui a 34 ans, qui est vétérinaire. Donc, j'ai grandi avec un frère qui avait cette vocation-là, des gens autour de moi qui avaient envie de faire une chose et qui faisaient tout pour y arriver. Et moi, j'étais un peu perdue, quoi. J'aimais bien faire plein de trucs, mais de là à me dire c'est ça que je veux faire toute ma vie, entre guillemets. Enfin, et puis les expériences, les échecs aussi, parce que c'est hyper important en fait d'avoir des échecs. Et moi, c'est ça qui m'a fait vachement grandir aussi et évoluer, de se dire ok, ben finalement, j'aimais bien ça. Et puis finalement, j'aime plus. C'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'aime bien. Ou alors, j'aime bien faire plusieurs choses. Peut-être que je vais trouver un métier où je peux faire plusieurs choses aussi et pas qu'une seule. Mais ça, c'est un processus. C'est avec un peu la maturité, peut-être l'âge. Là, à 30 ans, c'est plus facile aussi avec l'expérience de se dire ça que quand j'avais 22 ans et que je savais pas. Mais je pense qu'effectivement, c'est une chance et ça dépend aussi de ta personnalité. Bien sûr. Quand t'aimes bien faire plusieurs choses différentes, c'est toujours chouette de les exploiter. À contrario, d'autres personnes préfèrent faire qu'une seule chose et c'est ok tant qu'on se connaît un peu, de trouver le métier qui correspond à ta personnalité. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que quand je vois ce type de profil-là, on est sur des profils de curiosité avec aussi un rapport au temps qui est beaucoup plus, qui est moins anticipé aussi. C'est-à-dire que on a besoin finalement de se laisser porter par les choses, de tester, de voir et finalement de laisser un peu se laisser porter par l'intuition. C'est ça. J'ai l'impression que ça joue beaucoup sur ces types de profils-là. Je pense que c'est important de le détecter pour accueillir en fait sa pluralité. Moi, je suis aussi une professionnelle aussi qui aime les choses plurielles. C'est aussi pour ça que j'aime coacher sur la reconversion et l'orientation, puisque ça permet de voir des métiers différents. Mais je le vois ça effectivement chez des personnes qui ont ce profil-là, cette difficulté à accepter, à tomber les croyances. C'est ça. Que on n'est pas obligé de faire la même chose toute sa vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on change jusqu'à 7 fois de métier. Statistiquement, il y a des choses qui sont tombées là-dessus. Il y a ce désir vraiment de variété, de se réinventer. Et je pense même que c'est presque nécessaire aujourd'hui avec le marché. Toi, Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord. Et après, encore une fois, je pense que ça dépend quand même des personnalités. Il y a des boîtes qui aiment bien aussi pérenniser certaines personnes et qui sont peut-être dans quelque chose de plus traditionnel. Toutefois, effectivement, moi, je suis dans l'autre catégorie et je pense qu'on est de plus en plus. Le tout, c'est de le savoir. Et effectivement, je pense que c'est beaucoup plus aussi enrichissant pour la personne et même pour l'entreprise d'avoir différents profils et toi d'aller dans différentes entreprises, d'aller prendre à gauche, à droite les différentes compétences, de t'enrichir aussi de différents collègues, de différentes personnes qui t'entourent. Et tu vois, je savais pas que statistiquement, on avait 7 métiers au courant de notre vie, mais ça m'étonne pas vraiment. C'est plus que je pense que nos parents ou grands-parents avaient connu, ça c'est sûr que les statistiques ont dû quand même pas mal changer. Mais je trouve ça super. Mais c'est vrai que ça peut faire super peur aussi. Bien sûr. Donc, je trouve ça super du coup que tu fasses un peu ce style d'interview et que tu parles un peu avec des gens pour montrer aux autres aussi qui osent pas dire en fait oui, il faut être un tout petit peu ouvert aux choses qui t'arrivent, pas se dire non, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Oui, mais peut-être il y a plein d'autres choses que t'as pas encore découvertes et être à l'affût, écouter son intuition comme tu le disais si bien, je pense que c'est hyper important et pas se fermer parce que finalement il y a plein d'univers peut-être auxquels t'as pas pensé, qui vont s'ouvrir à toi et finalement ça va ouvrir des portes trop cool. Donc c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as eu peur lorsque tu as connu des changements quand tu as changé justement d'activité? C'était un sentiment qui t'a happé, ça ou pas? Ah oui, ça m'a fait énormément peur. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui c'est facile d'en parler, mais sur le moment, en fait c'est de la peur mélangée à l'inconfort. En fait, c'est l'inconfort. C'est ce truc de se dire, ok, là, je vais changer de vie, ça va être assez inconfortable pendant un moment, ça va être du travail, de l'investissement, il faut recommencer à zéro tout, c'est-à-dire les compétences, les collègues, enfin ta routine de vie, etc. Donc, ça fait flipper quand on connaît pas ce qui nous attend forcément. Bien sûr. Et puis, au début, c'est le gros inconfort. Et puis, petit à petit, l'inconfort, il se réduit jusqu'à devenir du confort.
Et après, on se dit, finalement, ça va, c'était pas grand-chose. Mais effectivement, ça fait peur. Mais parfois, faut se dire qu'on n'a pas grand-chose à perdre que d'essayer. Donc, si on est malheureux ou pas bien, ou il y a plein d'autres possibilités. Donc, puis sans peur, on fait rien. Il faut avoir un peu peur aussi. Ça nous rend vivants. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Juste, voilà, passer par-dessus. Ouais, complètement. Par rapport à ça, tu peux nous rappeler la formation du coup que tu as eue, en tout cas les formations que tu as pu effectuer durant tout ton parcours? Donc, les formations au niveau des études. Ouais. Donc, il y a eu cette formation. Après mon bac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. D'accord. Okay. Vraiment commerce. Et j'ai bien senti que c'était pas trop fait pour moi. À la fin de ça, ce qui était bien, c'est qu'on faisait beaucoup de projets. Et j'ai fait un projet autour du culturel et j'ai dit, OK, il faut que j'aille dans le culturel. Ah, c'est le projet qui t'a permis d'aller vers le culturel, en fait. Exactement. Et le culturel t'intéressait déjà avant d'aller faire un projet professionnel comme ça? Oui, parce que j'ai toujours fait de la danse, de la musique, j'ai toujours baigné dans le milieu culturel et musical, mais en loisir. J'avais pas imaginé mettre la culture dans mon travail à ce moment-là. Comme quoi les loisirs sont très importants. Très importants. Et on peut finalement parfois bifurquer sur le côté pro et pas que en loisir. Voilà, ça se réfléchit en tout cas. Donc projet étudiant culturel, j'ai fait OK, il faut que j'aille dans la culture. Suite à ça, du coup, j'ai recommencé à zéro en première année en gestion de projet culturel. Donc une licence en 3 ans. OK. À l'université, du coup. À l'université, au Carme, à Toulouse. Et là, pareil, plein de projets étudiants. Donc, moi, j'étais plutôt partie pour bosser à ce moment-là dans la musique. Donc là, voilà, pendant 3 ans, mon fil conducteur, c'était la musique. Et puis, à la fin de la licence, je me suis dit, moi, c'est bon, j'en ai marre des études, je vais travailler. Et puis, arrive la fin de la licence, et puis tu te dis, finalement, on est bien en études. Ce que tu disais. Je suis pas trop prête. Donc, j'ai fait un master, information et communication, à Toulouse aussi, au Capitole. Et en M2, tu te spécialisais. Moi, du coup, j'ai choisi la spécialisation culturelle. D'accord. Donc, je suis quand même restée 5 ans dans la filière culturelle. Et c'est après ça que j'ai intégré la boîte de production musicale, sachant que c'était à la suite d'un stage. À la suite du stage de fin de master. Et sachant aussi que pendant toutes mes études, j'ai fait plein de stages qui m'ont amené à me dire oui, non, j'aime bien, j'aime pas trop, etc., etc. Donc voilà, c'était mon parcours étudiant, ces trois formations différentes. Et après, il y a eu la formation de décoration d'intérieur, qui était quelque chose sur Internet, donc à distance, que j'ai fait vraiment. C'était pas vraiment étudiant, c'était vraiment formation en ligne. Formation en ligne, voilà, c'est ça. Ouais. E-learning, effectivement, qui est aujourd'hui un mode d'apprentissage de plus en plus prisé, notamment dans la reconversion. Aujourd'hui, je vois, voilà, t'avais pas encore 30 ans à l'époque, t'as commencé déjà à t'intéresser à ce genre de formation qui est une bonne solution pour pouvoir avancer aussi, apprendre. C'est un marché qui se développe beaucoup aussi, pour réussir aussi à continuer à se former tout en travaillant à côté. Ça permet ça pour par contre, des profils assez autonomes qui arrivent à avoir une discipline. Et puis qui ont envie d'apprendre. J'imagine que toi, tu es plutôt un profil le curieux qui a envie d'apprendre régulièrement. Oui, je suis assez scolaire. Donc, c'est vrai que tu es un peu livré à toi-même. Effectivement, quand tu fais ce genre de formation, il faut que tu t'imposes un peu une rigueur, des horaires, etc. Parce que sinon, tu te dis, ça va, j'ai le temps. Tu n'as pas vraiment de temps. Je crois que tu as 2 ou 3 ans. Enfin, c'est énorme pour... voilà. Donc, tu peux vite lâcher prise. Donc, faut quand même s'imposer un minimum de rigueur. Mais effectivement, c'est super quand tu veux te reconvertir, que tu sais pas par quel boulot prendre et que tu peux pas, même financièrement ou quoi, arrêter ton boulot. Donc, tu continues ton travail et en parallèle, tu fais cette formation quand tu rentres chez toi le week-end, quand tu as un peu de temps, etc. Oui, ça permet vraiment de préparer aussi son changement d'activité, sa reconversion, se rassurer et puis se voir aussi si ça nous plaît avant de faire le grand saut aussi vers autre chose. Complètement. Tout à l'heure, on parlait de la peur. J'ai envie de te poser la question par rapport à la sécurité. Comment tu as réussi finalement à te sentir sécurisée lorsque tu as pris la décision de changer à chaque fois? Ah ben je me sentais pas vraiment sécurisée, sincèrement. Surtout, je pense que là où je me suis sentie le moins sécurisée, c'est quand
Je travaillais du coup dans la boîte chez Trent Auto. Donc ça, c'était la deuxième expérience dans la déco. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti que j'étais pas du tout à ma place en termes de plusieurs choses, de valeurs, de travail qui me plaisait moins. C'est parce que finalement, je faisais plus de ventes que de déco. Enfin, et en fait, j'ai eu comme un trop plein, je pense, de tout. Et à ce moment-là, j'ai dit, je démissionne. Donc, pas de chômage. Je savais pas après ce qui allait m'arriver. Mais en fait, mon désir d'être moi-même et d'écouter vraiment mes envies profondes était plus fort que l'insécurité. Ça m'a fait flipper quand même, hein. Mais j'ai dit, allez, ok, tant pis, on y va. Et puis au pire, je ferai de l'intérim, un taf alimentaire, tant pis. Mais il faut que je m'écoute. Donc l'insécurité, elle est là, forcément. Après, il faut être bien entouré aussi. Ça, c'est évident. Les copains, la famille, parler et pas hésiter à se dire, voilà, ben là, j'ai peur, je suis pas très bien. Ça défoule aussi, faire du sport, faire des petites choses qui font un peu déstresser, c'est hyper important. Et après, se donner les moyens de transformer cette insécurité en sécurité et par quelconque moyen. Et voilà. Passer de l'inconfort au confort, de la sécurité à la sécurité, par toutes ces étapes-là dont tu parlais. Ok, super. Alors, si je résume ton profil, je pense à créativité, je pense au service client, au commerce aussi. Si tu avais d'autres mots pour compléter et synthétiser ton profil, tu penserais à quel mot? Mais écoute, créativité, c'est sûr. Communication aussi beaucoup, que ce soit dans mes études et dans mes parcours de travail, enfin mon parcours pro. Et après, non, je pense que ça résume pas mal. Je cherche à d'autres choses, mais quelque chose aussi de dynamique et de pas trop tout le temps au bureau, quoi. Où ça bouge. Il faut que ça bouge et que ça soit différent. Donc pluralité, j'aimais bien ton mot, dynamisme dans le travail, quelque chose, voilà. On fait pas toujours la même chose tous les jours. Alors Marie, je vais t'embêter un peu. Quelles sont les choses où tu te sens moins bonne au niveau du boulot? Il y en a plein, hein, forcément. Il faut être aussi conscient de ses défauts. Typiquement là, dans le boulot où je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire non, par exemple. Donc moi, j'adore la relation avec les clients et j'aime beaucoup satisfaire leurs envies, leurs besoins et parfois même les plus farfelus ou quoi. Et j'ai du mal parfois à dire bon là ça va un peu trop loin ou je dis oui pas de souci. Et après je dis mince. Ça je sais qu'on en parle et on en rigole aussi même avec mes collègues parce que c'est quelque chose sur laquelle je dois vraiment m'améliorer. C'est être un petit peu plus ferme parfois et arriver à dire un peu plus non, toujours de manière cordiale bien sûr, mais ça c'est vraiment un point noir. J'essaye de travailler sur ça. Ok. Et les points où tu excelles? Alors ça c'est hyper compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué. Du coup je pense que c'est un peu pour rejoindre quand même le défaut, c'est plus l'écoute du client et même si parfois je manque de fermeté, c'est c'est peut-être l'empathie et essayer de toujours trouver le petit truc en plus ou des petites attentions, faire en sorte qu'il se sente un peu privilégié quand il vient chez Hive ou dans les précédentes expériences. Donc je dirais peut-être l'écoute et l'empathie. Ok, donc plutôt en tout cas, t'as pas mal répondu. C'est un peu modeste, mais tu as répondu. En tout cas, une femme de communication, une femme de lien, je vois. Oui. Hein, donc on voit la curiosité, la polyvalence, l'écoute aussi. C'est vrai que le service client, là-dedans aussi, on a le pouvoir d'écoute qui est très important, savoir répondre à des besoins et leur proposer des choses. Ça me fait faire la transition sur ton poste actuel chez Hive, une résidence de co-living qui a démarré en septembre 2023, en tout cas qui est sortie de terre en septembre 2023. Une résidence aussi qui a accueilli mes premières conférences ateliers, donc on a pu travailler ensemble, Marie. Un petit mot pour Hive et aujourd'hui ton poste actuel. Qu'est-ce que tu fais et quelle est la mission de Hive aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Donc Hive, pour faire rapide, c'est une résidence de co-living où on va trouver à la fois des logements et des espaces communs
qui sont ouverts et à l'extérieur et évidemment aux résidents. Donc salle de sport, restaurant qui va bientôt ouvrir. On a une salle de bien-être, des espaces privatisables, réunions, séminaires, anniversaires, plein de choses, un rooftop. De la variété, en tout cas encore. Beaucoup on parlait de variété. De pluralité, là tu l'as. C'est ça, complètement. Complètement, autant dans le boulot que dans l'enceinte même du travail. Et mon boulot, moi, chez Hive, c'est donc je suis chargée événementielle. Et donc, ça consiste en organiser donc les événements pour les résidents, mais aussi pour les personnes extérieures. Donc, blind test, vernissage d'artistes, karaoké, etc., etc. Et aussi l'aspect privatisation d'espace. Donc, quand des clients particuliers ou professionnels souhaitent privatiser un des espaces qu'on a chez nous, c'est moi qui gère voilà, cette relation avec le client, tout ce qui est devis, facture, visite, etc., accueil, avec l'équipe évidemment, mais voilà. Donc ça consiste principalement autour de ça. Et en fait, c'est hyper varié. Parce qu'autant dans l'événementiel, c'est jamais les mêmes événements, et dans la privatisation d'espace, c'est jamais pareil non plus. Donc voilà, principalement, c'est tout ce qui tourne autour du loisir, plaisir. Donc c'est cool. Donc t'as voilà. différents sujets. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'effectivement là, tout à l'heure, on parlait de ton profil, créativité, communication, service client. Bah, t'es dedans en fait. Complètement. Avec cette variété qu'offre Hive aussi, une variété aussi, j'imagine, de clients, de personnes que tu peux être amené à rencontrer, de sociétés qui viennent chez vous, avec des sujets. Je pense que là, tu dois être bien nourri en termes de sujets, de contacts aussi, et puis aussi de mouvements, parce que l'événementiel, on sait aussi que c'est être disponible tout de suite, être réactif. C'est ça. Comment tu vis justement ce rythme-là aujourd'hui d'événementiel, en termes d'énergie, comment tu vis ça? Je le vis plutôt bien parce que voilà, on a des périodes assez charnières où il se passe beaucoup de choses très intenses. Le mois de juin typiquement très très intense, décembre intense. Enfin voilà, on a des mois assez importants où il se passe plein de choses et en termes de logement et en termes d'événements, privatisation, tout. Mais du coup, on se soutient pas mal aussi avec l'équipe. Et on a des mois un peu plus calmes, donc ça permet aussi quand même de compenser. Le tout, c'est aussi s'écouter, c'est-à-dire si on a des grosses semaines, le week-end, on se repose. Enfin, c'est aussi jongler avec sa vie personnelle et essayer de pas faire trop tout d'un coup. Donc, c'est pas toujours évident, hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Mais effectivement, il y a des moments où c'est hyper intense. Quand on rentre à la maison, du coup, on va se poser ou pas parce qu'on n'y arrive pas parce qu'on pense encore au travail, mais voilà, c'est essayer de trouver un professionnalisme qui est jusqu'à la maison, qui est là jusqu'à peut-être la maison. un peu trop parfois parce qu'on aimerait bien arrêter de penser, mais en tout cas c'est arriver c'est ce truc de balance entre le pro et le perso. Des fois c'est pas évident quand on travaille parfois le soir aussi, quand on rentre tard, voilà, mais ça s'apprend et au fur et à mesure on sait ne plus quelles erreurs ne plus faire en tout cas. Et voilà. Bien sûr. Ok, super. Aujourd'hui, on sent que chez Hive, il y a une chouette ambiance. C'est ce que ça dégage, j'ai l'impression. On pourrait y être venu plusieurs fois. Avec l'animation, on sent que vous êtes une équipe soudée. On voit pas mal de posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On vous voit quand même assez soudés. On voit qu'il y a vraiment une équipe avec des missions différentes. C'est quoi pour toi une entreprise qui fonctionne bien? Alors, une entreprise qui fonctionne bien, c'est déjà beaucoup d'écoute, je pense, entre l'équipe. C'est se soutenir, se dire quand ça va pas. C'est bien de se dire quand ça va bien, c'est bien de se dire quand ça va pas, de le dire de manière cordiale aussi, parce que c'est pas évident de jongler, je pense, avec les différentes personnalités. À savoir que chez Hive, on a vraiment des personnalités, on est tous hyper différents, donc c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne et qui fait que parfois ça crée des frictions aussi, mais ça, je pense, c'est inévitable. Donc le tout, c'est en fait d'en discuter calmement, et de beaucoup rigoler aussi, parce que je pense que c'est trop pénible si on arrive au travail et qu'on sait qu'on va avoir la tronche par terre. Donc rigoler, s'amuser quand même, le midi couper un peu des discussions boulot. Et faire aussi des choses un peu à l'extérieur, pareil pour sortir un peu la tête du travail. Mais en tout cas, de manière générale, tous les jours, c'est se dire les choses et écouter les autres et
et voilà, rester cordial, quoi. Tu viens d'évoquer quelque chose d'assez important et aussi assez important pour moi quand j'accompagne, c'est la vie personnelle, la vie pro, de vraiment équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver aujourd'hui, surtout sur des postes comme les tiens où tu as quand même beaucoup d'implications? Comment tu vois les choses? Je pense que c'est indispensable de savoir faire la part des choses entre les deux, mais que c'est pas facile toujours. Et effectivement, mais comme je le disais tout à l'heure, les périodes assez intenses où quand on rentre et qu'on pense encore au travail, c'est difficile de couper et de se dire ok, maintenant je suis avec mes amis, ma famille, etc. On arrête tout, c'est pas évident. Donc moi, ce que je peux te conseiller aussi dans ces moments-là, c'est d'avoir un petit sas parfois entre le travail et la maison. Ça peut être le sport, ça peut être une activité, ça peut être du DIY, n'importe quoi. Quelque chose pas forcément devant les écrans, du coup, je pense que c'est mieux. Mais bon, ça, je le fais des fois. Mais en tout cas, ouais, une activité qui nous coupe entre la maison, enfin entre le travail et la maison. Et puis ouais, en discuter aussi avec notre entourage, c'est bien, mais pas trop les impliquer dans le milieu professionnel pour pas non plus les saouler, parce que parfois on peut être saoulant aussi quand on a un truc qui nous tracasse ou quoi. Donc voilà, sans rendre compte. J'en ai trop saoulant, arrêtez. Mais raconter quand même des choses, c'est important. Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, que c'est propre quand même un peu à chacun. Mais en tout cas, par exemple, quand on part en vacances ou en week-end, pas regarder son téléphone, faire des petites bases comme ça, pour moi, c'est inévitable de faire autrement, quoi. Le téléphone pro, il reste au travail le week-end. Et à contrario, pas faire trop rentrer sa vie personnelle au travail. Donc, voilà. Mais je pense au fur et à mesure des années aussi que... Savoir mettre ses limites, voilà, liées aussi côtés. À sa personnalité et aussi à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir aussi par rapport à son travail et à sa vie personnelle. Complètement. Ok, super. Alors, on va bientôt finir cette interview, Marie. Une dernière question. Qu'est-ce que tu aimes faire à côté du travail, justement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes activités perso, ce qui te fait plaisir, voilà, pour partager un peu? Je pense que sans surprise, c'est tout ce qui va tourner quand même autour du culturel, de l'artistique, de la musique. Donc aller à des concerts, faire de la danse, faire des DIY, donc faire de la peinture, créer des meubles pour moi, même si c'est pas joli, c'est pas grave. Du coup là, c'est plus pour les clients, donc c'est bon. Voilà, c'est tout ce qui tourne quand même autour de la créativité et du culturel principalement. Et après ça, bien sûr, aller boire des coups avec les copains, les copines, profiter de la vie, partir en vacances, des choses simples. En fait, des choses simples. Merci. Voilà. C'est cool de faire des choses extraordinaires de temps en temps, mais des petites choses simples un peu tous les jours ou un peu toutes les semaines. Je pense que ça fait du bien aussi pour l'équilibre, pour le mental. Et complètement, de rééquilibrer les choses, de savoir jongler entre les deux. C'est ça. Super. Eh bien, c'était Marie Tanis, aujourd'hui, 30 ans, donc responsable événementiel chez Hive, avec déjà pas mal de choses dans son parcours professionnel, tourné autour de l'accompagnement des artistes en musique, de la décoration intérieure et aujourd'hui autour de l'événementiel. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Maya. Très belle interview, une très belle personne avec plein de valeurs, qui a déjà tout un beau parcours de vie. Voilà, j'ai voulu t'interviewer aussi par rapport à cette pluralité que tu as pu nous partager. Je te remercie, tu nous as donné plein de petites pépites, des petits conseils. Donc j'espère que par cette interview, ça pourra inspirer plein d'autres personnes. Et voilà, un petit clin d'œil à Hive La Beige qui se développe et qui fait plein de beaux événements, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers et aussi pour y dormir, parce qu'on peut y dormir. Tout à fait. Il faut le rappeler quand même. Venez voir si vous êtes curieux. Merci beaucoup, Marie. Merci, Maya. À bientôt. À bientôt.